BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3, tous les jours en direct à 15h sur BFM Business et en rediffusion à 21h30. Et l'actualité, elle est forte, très forte aujourd'hui. Après plus d'un an de feuilleton FTX et le procès SBF, c'est au tour de Binance, première plateforme d'échange mondiale de crypto, d'être au centre de l'actualité. On a appris hier soir la démission de CZ, le PDG de Binance, et que la plateforme devra payer a priori 4,3 milliards de dollars au département de la justice américaine. On en parle dans quelques instants avec Valentin Lemay qui est avec nous. Bonjour Valentin. Vous êtes directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Et ensuite, dans le tumulte de l'actualité, il est là, comme chaque mois, pour nous ramener à l'essentiel, au Bitcoin. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Alexandre Sachenko, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Et avec nous, avec vous Alexandre, on parlera justement de comment Bitcoin peut participer à la lutte contre le changement climatique. Avant de décrypter cette actualité folle, on va voir comment le marché réagit. On plonge tout de suite dans les cours des cryptos avec Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury. Bonjour. Analyste financier indépendant. Vincent, simplement pour commencer, comment le Bitcoin réagit? Il perd pour l'instant un peu plus de 2% en 24 heures et flirte avec les 36 500 $, Vincent. Alors, tout d'abord, premier point, on peut se réjouir. Alors, certains s'en étonnaient qu'il n'y ait pas eu de mini-crack crypto. En tout cas, le camp baissier le souhaitait, surtout après des informations comme ça concernant Binance, premier exchange du monde, et son ex-PDG. Alors, la séance du jour, d'ailleurs, elle est assez largement haussière. Il y a un rebond assez significatif de l'environnement des altcoins. Par conséquent, le cours du Bitcoin, lui, se maintient toujours tout en haut de ce qu'il propose depuis le début de l'année, plus particulièrement depuis début octobre. Vous le savez très bien, c'est cette tendance haussière et puis cette performance qui est toujours très solide, plus de 115% depuis le début de l'année. Alors overall, en fait, hormis sur le jeton BNB, le token dont de on Binance, parlera dans quelques instants. Voilà, il n'y a pas eu de choc sur le cours du Bitcoin. Sur le plan technique à court terme, le marché il continue de marquer une pause depuis une dizaine de séances maintenant entre 35 000 et 38 000 $. Ces 38 000 $, c'est une résistance technique que tout le monde connaît. Elle remonte au printemps 2022. C'était la chute du stablecoin Terra de Luna. C'était aussi le resserrement monétaire plus puissant de la Fed. Les deux hypothèses graphiques, elles sont toujours sur la table. Elles sont les mêmes. Soit cette phase de transition latérale entre 35 000 et 38 000 $ dure encore un peu avant d'aller chercher 42 000 $. Soit le retracement est plus profond. Revenir chercher 32 000 $. La frontière technique, ce sont les 34 000 $. C'est une grosse zone de liquidité. C'est ce que montrent les données on-chain. Donc au fond, pas de choc sur le cours du Bitcoin suite à ce qui est pourtant un choc concernant l'écosystème et Binance. Bon, Vincent, on voit que le Bitcoin tient le coup et c'est une bonne nouvelle pour tout l'écosystème. Mais première crypto concernée par ce qui se passe aujourd'hui du côté de Binance, il s'agit tout simplement de son token, du token natif de la plateforme. Le BNB, comment réagit le BNB, Vincent, sachant qu'il perd, lui, 10% et se stabilise pour le moment autour des 230 $? Oui, alors le token BNB a toujours été un baromètre de la confiance vis-à-vis des exchanges crypto. Alors maintenant, ça va sûrement changer un peu parce que ce sera davantage un baromètre de cet environnement hyper concurrentiel entre les différents exchanges. On verra si c'est Coinbase ou pas le grand gagnant. Mais pour en revenir sur des considérations purement techniques, les bornes techniques, elles sont bien là, elles sont connues, elles sont stables sur le jeton de BNB. Entre 220 $ et 260 $, c'est assez neutre, c'est assez incertain. Moi, je dirais que tout l'enjeu de l'immédiat technique pour ce jeton, c'est de préserver cette zone des 220 $ qui a été une zone d'accumulation haussière depuis de nombreux mois. Et briser cette zone, alors ce ne serait pas forcément négatif pour les cryptos en général, mais ce serait davantage négatif pour le jeton de Binance. Alors, si j'exagère un peu, ça pourrait être négatif pour l'ensemble du marché dans le sens où Binance, on sait que c'est un peu moins de 50% de la liquidité totale du marché. Donc voilà, c'est ça qu'il faut surveiller. Il faut que le BNB tienne les 220 $ pour ne pas envoyer un signal technique négatif au marché. Bon, on va surveiller tout ça avec attention. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonne journée Vincent.
Valentin avec nous depuis Angers. Valentin, Changpeng Zhao donc démissionne hier soir de son poste de PDG de Binance. La plateforme devrait payer 4,3 milliards de dollars au département de la justice américaine. On sait que tout ça, ça vient d'une enquête qui remonte à 2018. Binance avait été à l'époque accusé d'être utilisé par des criminels pour transférer des fonds illicites. Valentin. Oui, c'est le nouveau séisme dans l'écosystème Web3 crypto, cette démission qu'on a appris hier soir donc de l'ancien maintenant CEO et cofondateur de Binance. C'était quelqu'un d'iconique dans l'écosystème. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'écosystème Web3, CZ Changpeng Zhao était extrêmement suivi, extrêmement écouté dans cet écosystème et était l'un des fondateurs de Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Ça, c'était jusqu'à hier soir, puisque effectivement son poste de CEO, il l'a quitté. Il a décidé de rendre du coup les armes face à ces accusations. Ça risque d'être dans une tentative d'apaisement avec le département de la justice américaine et tous les instances américaines qui font 3 gros reproches, principalement, qu'on va détailler ensemble. Et effectivement, en plus donc de se retirer de ce poste de CEO, il a décidé de payer cette amende de plus de 4 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grosses amendes dans l'histoire américaine, toute dans le top 35, si je ne dis pas de bêtises, d'amendes, toutes entreprises confondues. Donc c'est assez important. Effectivement, vous l'avez souligné, Amaury, tout ça, ça date de 2018-2019, lorsque la plateforme avait été accusée de transférer des fonds illicites. Et il y avait également 2 autres chefs d'accusation qui avaient été soulevés, notamment le fait d'utiliser la plateforme, que Binance soit utilisée par beaucoup de clients US sans que ça soit forcément autorisé. Et tout ça, effectivement, fait que ça fait 3-4 ans qu'on attend des réponses de la part de CZ. Et donc, le fait qu'il claque la porte est une grosse nouvelle histoire qui s'ouvre côté Web3. Et d'ailleurs, sur ce qu'on reproche à CZ, j'ai noté violation de la loi sur le secret bancaire, violation des programmes de sanctions et non-respect des obligations anti-blanchiment d'argent. Juste petite réaction, Valentin, sur ce que vous disiez juste avant, que jusqu'à hier soir, CZ était très populaire, mais on voit quand même sur les réseaux qu'il y a mine de rien pas mal de gens qui le soutiennent, comparé à SBF. Bon, évidemment, c'est pas le même scénario. Pour l'instant, ils ne sont pas accusés de la même chose. Comment on peut expliquer ça ? Il est presque vu comme un sauveur par certains. En tout cas, effectivement, il n'y a pas de... Si on reprend effectivement votre analyse avec SBF, on n'est pas sur une escroquerie comme l'avait fait SBF, Sam Bankman-Fried avec sa plateforme FTX, de cela maintenant un peu plus d'1 an. La plateforme Binance continue de fonctionner aujourd'hui. Un nouveau CEO, Richard Tang, qui est d'ailleurs beaucoup plus pro-régulation, est à sa tête et l'amende ne sera pas récupérée sur les fonds des clients, a priori. Donc il s'agit d'une erreur de gestion que CZ reconnaît. Il s'agit de graves manquements, puisque même CZ, en tant que personne, risque gros, jusqu'à 18 mois de prison et 50 millions d'euros d'amende. Et c'est possible qu'il passe, vu la gravité des faits, surtout sur la partie blanchiment d'argent, qui est quand même, avec la partie transfert illicite de fonds via la partie US de Binance, assez grave. Mais voilà, ça reste quand même quelqu'un qui a façonné cette industrie. Je sais que beaucoup pensent que, même si c'est des actes extrêmement graves, Binance, avec sa capacité d'exécution, a fait énormément pour cet écosystème, et que l'industrie voit un peu cette page qui se tourne avec l'arrivée de Richard Tang, qui est encore une fois très pro-régulation, comme une passation assez légitime. Alors couvert de problématiques qui sont très graves, je le répète effectivement, mais qui n'entraveront pas, contrairement à FTX, le fonctionnement de la plateforme et qui, encore une fois, vont dans le sens de l'histoire de quelque chose de pro-régulation et de faire le ménage sur quelque chose qui plane depuis maintenant 4 ans au-dessus de Binance. Alexandre, avant de parler Bitcoin et changement climatique, une réaction peut-être à cette actualité brûlante ? Moi, je le vois sous un angle guerre économique, en fait. Et sous cet angle-là, c'est masterclass des États-Unis. Je leur tire mon chapeau, Strike, ils s'adonnent à leurs 2 sports préférés, le racket légal et le protectionnisme, et ils le font très très bien, parce que si on résume l'affaire, ils prennent 4 milliards au concurrent le plus dangereux pour leurs entreprises nationales, tout en lui interdisant d'exercer sur le marché domestique, Strike. Ils prennent le contrôle ou à minima la supervision, donc la connaissance pour 5 ans de l'ensemble des flux.
de la plus grosse plateforme d'échange mondiale. Ils éjectent la figure emblématique, Valentin en parlait, de l'entreprise qui était beaucoup pour le succès de l'entreprise. Le tout sur la base, alors ça c'est très drôle, sur la base d'un reproche qui est de ne pas respecter des règles que les régulateurs assument de ne pas vouloir définir. Exceptionnel. Et le tout auréolé de l'image du good guy, puisqu'évidemment vous ne pouvez pas être contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cerise sur le gâteau, exceptionnel, ils vont obliger toutes les autres juridictions qui avaient choisi la stratégie d'attractivité et d'accueil de Binance de se positionner, vont devoir faire un choix, leur réputation ou les emplois et les investissements que Binance avait mis chez eux. Alexandre Tkachenko, malheureusement, échauffement comme ça, il va se faire un claquage, je dirais. Non, je vais pas me faire un claquage, mais en fait, pourquoi je le ramène après, je peux faire un dernier commentaire un petit peu optimiste, mais d'abord, la dernière partie de mon cynisme, c'est que dans ces juridictions, il y a la France. La France avait accueilli Binance en 2021. Pour ceux que ça intéresse, j'avais même fait un article dessus. La plupart des entrepreneurs regardaient ça avec des sourires crispés, puisque eux essayaient d'être conformes à la réglementation. Et il y avait Binance qui arrivait à Bercy en ayant promis 100 millions d'euros sans respecter la réglementation. Il n'était pas PSAN à l'époque. Et donc on se retrouve à devoir faire ce choix et avoir tout perdu dans l'affaire. Alors, la pointe d'optimisme, c'est que pour les acteurs français, banques comme start-up, c'est le moment de se lancer, pour le coup. Il y a le plus gros concurrent qui prend un gros coup dans la figure, donc c'est un peu le moment de se lancer, effectivement. Mais là, ce que vous dites, Alexandre, c'est quoi? Ce serait potentiellement des manœuvres, un peu, entre guillemets, de la finance traditionnelle? Non, pour... Enfin non, pas des manœuvres, c'est pas le bon terme, mais ce serait en gros, est-ce que finalement, par rapport, pour revenir aux ETF qui vont arriver normalement, qui a priori dans quelques semaines, qui devraient être acceptés, on pense notamment à BlackRock, ETF, CoinSpot, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour ces acteurs-là finalement? Si, bien sûr, mais c'est pas un complot de ces acteurs-là. Ce que je veux dire, c'est que moi je le place dans le contexte de la guerre économique. C'est pas un sujet crypto. Les États-Unis l'ont fait pour Alstom, ils l'ont fait pour Siemens, ils l'ont fait pour BNP Paribas, ils l'ont fait pour beaucoup d'entreprises. Pour protéger leurs propres acteurs. Le résultat est double, raquette légale, je prends des milliards d'euros sur des boîtes étrangères, et deuxièmement, protectionnisme, je protège mes boîtes domestiques. Et donc ça, ils le refont sur le sujet des cryptos, avec l'enrobage qui va bien, c'est-à-dire lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ils sont vraiment, c'est pour ça que je dis masterclass, on peut rien leur dire. Vraiment parfait. Valentin, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, ce qui se passe? Parce qu'on a vu, on le voyait avec Vincent Gann il y a quelques minutes, le cours du Bitcoin a légèrement baissé, mais on aurait pu s'attendre à pire. Au final, comment il faut prendre cette nouvelle pour l'écosystème sur le long terme? Moi, j'aimerais bien attendre que le brouillard se dissipe pour faire des commentaires effectivement un peu plus orientés. On échangeait par SMS avec Alexandre quelques minutes avant le plateau. Je lui disais que je n'osais plus être sur le plateau quand il y était et que je me tiens bien mieux à distance. C'est pour ça effectivement, faut arrêter. Après, il vient plus, il reste en G là. Voilà, exactement. Après, je me cache bien éloigné des différents lasers qui peuvent toucher ce plateau. Mais effectivement, je disais à Alexandre, ne cherchez plus le FTX 2.0, il est sous vos yeux. Oui, si on parle de guerre économique, et tu l'as cité d'ailleurs, il y a un thread qui a été très très bien réalisé sur Twitter d'Esprit Cryptique, qui est ancien juriste, donc en plus il voit très bien ce qui est en train de se dessiner et qui est un de nos confrères sur le journal du coin, qui l'explique très bien et qui effectivement fait l'analogie avec Airbus, qui effectivement fait l'analogie avec Alstom, qui effectivement fait l'analogie avec toutes les entreprises sur lesquelles les États-Unis essayent de mettre la main, ou en tout cas de les récupérer sous leur coupole, et par définition en termes d'ingérence sur la capacité d'avoir 5 ans d'observation stricto sensu pendant de A à Z sur une entreprise aussi stratégique que celle qu'est Binance. Oui, laissons passer quelques semaines, on pourra faire une analyse macro-éco et guerre économique de ce qui est en train de se passer, mais c'est quelque chose de très intéressant. Sur la partie plus structurelle, est-ce que c'est une bonne chose pour l'écosystème des cryptos? On reste sur l'une des plus grosses plateformes qui se fait taper dessus. Alors ça va faire les grands titres, mais encore une fois, beaucoup d'autres entreprises sont passées par ce crible-là. Il faut aussi le voir du coup d'un autre point de vue, qui est le point de vue, Binance est en train de passer dans le radar des États-Unis, est en train de sortir du radar avec un coup de tampon d'une couleur qui est particulière, mais qui existe désormais. Donc on verra quelle est la tournure des événements. Si Richard Tang, pro-régulation, maintenant est à la tête de cet écosystème, encore une fois, ça va dans le sens de ce dont je discute beaucoup avec vous, Amaury, sur ce plateau, qui est l'institutionnalisation de cet écosystème. On est en train de quitter la période d'adolescence avec une croissance extraordinaire de l'ensemble de l'écosystème, avec des travers, c'est ce que je disais tout à l'heure. CZ est un peu vu aussi comme le chevalier blanc qui s'est permis de faire quelques écarts parfois pour porter cet écosystème plus loin. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs estiment être obligatoire dans cet écosystème, surtout, et c'est vrai, particulièrement côté US, quand on ne sait pas comment se mettre en conformité. Et Coinbase ne demande que ça, parce que Coinbase, c'est le bon élève, et va voir tous les jours le régulateur américain pour lui demander comment être le bon élève, et on ne lui dit pas quelle case cocher. Donc,
par définition, là, c'est ce que je disais, c'est des accusations graves, le blanchiment d'argent, on savait qu'il ne fallait pas cocher cette case-là. Donc, bingo, maintenant, il faut payer. Mais pour le reste de l'industrie, ça va dans la bonne dynamique qui est, regardez, SBF s'est pris 110 ans de prison cumulés, on aura la finalité dans quelques semaines. CZ laisse la place, c'est une ère qui se tourne à quelqu'un de très pro-régulation, à la tête de la plus grosse plateforme d'échange. On en parlera tout à l'heure, mais Richard Tang a passé des années et des années au sein de certains gros régulateurs dans le pays. Et à des postes clés, donc ils connaissent ce qu'il faut faire. Donc oui, peut-être qu'à court terme, ça paraît complexe, ça paraît dur, mais à long terme, ça va dans le sens de l'histoire de cette côté un peu plus fermé, traditionnel de cet écosystème. Et donc on aura une industrie qui ira peut-être moins vite, moins loin, mais qui au moins cochera toutes les cases. Restez avec nous, Valentin. On en reparle dans quelques instants. On parlait de l'institutionnalisation de l'écosystème crypto, mais là, on va repartir un peu dans la décentralisation, Alexandre, avec Bitcoin. Une fois n'est pas coutume, vous venez nous parler de climat et du rôle de Bitcoin dans la lutte contre le changement climatique, Alexandre. Tout à fait. Et en plus, ça tombe bien puisqu'on a parlé dans le journal de l'Écho de ce rendez-vous avec les industriels qui s'engagent sur les objectifs climatiques. On parle souvent des émissions de CO2, mais en réalité, la réduction des émissions de méthane, c'est notre levier le plus puissant pour réduire le changement climatique sur les 25 prochaines années. Alors, c'est pas mon avis personnel, Alexandre Stachenko. Moi, je cite ici Inger Andersen, qui est la directrice exécutive du programme pour l'environnement des Nations Unies. Alors, pourquoi le méthane ? Parce que ce gaz, il est particulièrement nocif pour le climat. Il est 80 fois pire que le CO2 sur une période de 20 ans. Et 20 ans, c'est à peu près l'horizon pertinent pour que nos efforts aient un impact d'ici la fin du siècle. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que lutter contre le méthane, eh bien en fait, ça a non seulement un impact plus important, mais aussi plus visible sur le climat. Mais est-ce qu'on sait, Alexandre, aujourd'hui, qui est responsable de ces émissions de méthane ? Oui, à l'heure actuelle, la répartition selon l'ONU, c'est qu'environ 40% de ces émissions proviennent de l'agriculture, notamment l'élevage bovin. 35% proviennent des sites d'exploitation de combustibles fossiles, donc pétrole, gaz et charbon. Et 20% provient du traitement des déchets qui émettent du méthane par décomposition organique. Donc c'est les décharges, le traitement des boues usées, les sites d'enfouissement, etc. Mais en tendance, cependant, en fait, les décharges ont plutôt la cote, puisque selon la Banque mondiale et la NASA, la première source de méthane dans le monde d'ici 2032, donc dans moins de 10 ans, eh bien, ce seront les décharges. Mais si on a bien identifié, réussi jusqu'à maintenant à bien identifier les responsables, pourquoi est-ce que les efforts stagnent ? Eh bien parce que la clé, c'est l'incitation économique, pas simplement la réglementation, comme le reconnaît d'ailleurs elle-même l'Agence de protection pour l'environnement américaine. Tant qu'il n'y a pas d'incitation économique, c'est-à-dire pour être très clair, tant qu'être écolo est vu comme une punition et vécu comme un coût, en fait on sera condamné à chasser des moulins tels Don Quichotte, en empilant des réglementations et des règlements climatiques et des objectifs climatiques qui sont malheureusement rarement respectés. À travers la planète, la raison principale conduisant à l'émission de méthane, c'est l'absence de valorisation de ce dernier pour diverses raisons qui relèvent souvent de l'incapacité tout simplement à le rentabiliser, soit de par sa faible quantité sur un site donné, soit du fait de l'éloignement du réseau électrique ou de gaz naturel, et donc la nécessité de construire des infrastructures qui sont très coûteuses. Alors j'ai regardé en France, selon l'ADEME pour la partie des charges notamment, en 2020, sur environ 200 sites d'enfouissement dits ISDND, donc des installations de stockage de déchets non dangereux, il y en a 11 qui pratiquent une valorisation par l'injection sur le réseau. Avec Bitcoin, on peut venir valoriser le méthane sur site, et ça change tout parce qu'on vient de créer une incitation économique à être écolo. Mais certains pourraient vous dire, ça peut être fait avec n'importe quel data center. Pourquoi Bitcoin en particulier ? Alors, je répondrais déjà assez facilement en disant que si on pouvait le faire avec des data centers classiques, ce serait déjà fait d'une certaine façon. Mais pour répondre plus sérieusement, un data center classique, il peut être parfois compétitif, mais bien souvent, il a des contraintes qui sont spécifiques. Il faut généralement un accès fibre optique, par exemple, pour avoir une bonne connectivité. Il faut un uptime, donc une disponibilité de 99%. Vous ne voulez pas que votre site web, par exemple, tombe toutes les 3 heures. Et donc, en fin de compte, il y a une structure de coût pour un data center classique où l'électricité n'est pas suffisamment importante pour justifier un tel déploiement sur des zones qui sont isolées et dont l'avantage compétitif principal, c'est une électricité pas chère. À l'inverse, le minage de Bitcoin, lui, il est flexible, il est mobile, il n'a besoin que d'un accès satellite, éventuellement Starlink, et à une structure de coût variable qui, elle, pour le coup, est en quasi-totalité de l'électricité. Donc, ça justifie précisément d'aller chercher ce méthane dont personne ne sait quoi faire aujourd'hui, parce que pour un mineur, c'est une question de vie ou de mort d'avoir de l'électricité pas chère. Donc, par ailleurs, le minage, autre élément important, il n'a pas de dépendance logistique en aval. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ma machine de minage s'arrête,
le réseau Bitcoin s'en fiche, il continue de tourner. Ça lui permet donc de réagir de manière extrêmement souple. On peut éteindre des machines quand c'est nécessaire, sans risquer de mettre en péril toute une industrie ou un secteur d'activité. Et cerise sur le gâteau, ça veut aussi dire que le mineur, il peut rentabiliser un site d'enfouissement, par exemple le temps qu'il soit connecté au réseau, et ensuite plier bagage. Donc c'est une solution qui est pratique, qui est immédiate, qui est disponible à technologie existante et qu'on peut substituer quand le raccordement au réseau est fait. Bon, pour quel type de site, justement, cette solution pourrait être intéressante ? Eh ben, ça permettrait d'aller chercher tous les sites qui relâcheraient aujourd'hui du méthane non traité, les sites de traitement de boues usées, les sites d'enfouissement, les sites d'incinération de déchets, mais aussi d'aller éteindre les torchères, par exemple, qui brûlent du gaz parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Tout cela pour transformer des débouchés improductifs, aujourd'hui, en rendement économique viable, avec pour corollaire très important de rendre économiquement rentable d'aller sortir du méthane de l'atmosphère. Alors par exemple, une décharge qui pourrait traiter 1000 tonnes de déchets par jour, par exemple, on peut espérer environ 4 MW de puissance potentielle en sortie, et in fine, ça donne comme réduction de l'impact sur le climat 100 000 tonnes de CO2 équivalent par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, le plus grand projet de capture de CO2 dans le monde, c'est 4000 tonnes qu'il retire par an, donc c'est 25 fois moins qu'un seul projet de valorisation de gaz sur une décharge de taille moyenne avec Bitcoin. Et on peut avoir ça pour moins de, en gros, 10 millions d'euros, qui sont des investissements et non des coûts. Je fais la distinction très importante parce que cet argent, il ne part pas dans la nature, il ne disparaît pas. À la fin, j'ai un méthaniseur. Et donc je peux, derrière, comme je le disais, faire le raccordement au réseau plus tard. Et si vous êtes propriétaire d'un site d'enfouissement, vous n'avez rien à faire, aucun coût à supporter. Vous générez plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour en vendant du gaz dont vous ne saviez pas quoi faire jusqu'à présent, avec un accord de gré à gré, par exemple, sur 5 ans. Donc c'est simple, ça fait tout simplement partie des projets écologiques qui sont les plus efficaces pour la planète en termes de tonnes de CO2 équivalent évité par euro investi. Alexandre, il y a des décharges partout, on peut miner du Bitcoin presque partout. Ça semble être un mariage assez prometteur au niveau mondial, pas qu'en France. Tout à fait. Au niveau mondial, selon une étude de Daniel Batten, qui est investisseur dans les entreprises écologiques depuis plusieurs décennies maintenant, je précise que l'étude est peer-reviewed, comme on dit, puisque on dit souvent que les bitcoiners sont hermétiques à la rationalité. Ici, c'est peer-reviewed par des scientifiques spécialistes du climat. Le minage de Bitcoin a le potentiel de réduire de plus de 20% les émissions globales de méthane, c'est-à-dire la moitié de l'objectif de l'ONU d'ici 2030. Donc je répète, Bitcoin tout seul peut contribuer à la moitié de l'objectif mondial de réduction de méthane en moins de 10 ans. Ce qui se traduit en gros par 0,15 degrés de réchauffement global évité d'ici 2045. Donc ça, c'est juste grâce à Bitcoin, c'est absolument énorme. Rendez-vous compte, on vient de transformer la chasse en méthane en chasse au trésor. C'est un changement majeur et systémique. C'est une idée tellement puissante que même les climato-sceptiques vont travailler pour le climat parce qu'ils vont gagner de l'argent. Donc c'est plus puissant que la réglementation, c'est plus fiable que les promesses politiques. Bitcoin donne de l'argent à quiconque veut contribuer à notre principal et plus fort levier d'action sur le changement climatique selon l'ONU. Donc moi j'appelle, que dis-je, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent soit côté minage, soit côté traitement de déchets. Je pense aux sites d'enfouissement en particulier, j'en ai parlé, les fameux ISDND, les Veolia, Suez, Paprec, etc. Tous les autres, les collectivités, mais aussi les investisseurs, les fonds RSE, qui ont envie d'avoir un impact concret, réel, immédiat sur le climat, eh bien, à prendre contact avec moi, puis on va essayer de faire des choses ensemble, ça va être super. Alexandre Stachenko, écoutez Alexandre, j'espère que la SEC vous écoute et que ça accélérera l'adoption de l'ETF Bitcoin Spot Exactement, aux États-Unis, voilà, parce que visiblement il y a pas mal de choses à faire. Valentin, il nous reste très peu de temps, mais rapidement, 2 mots sur Richard Teng, donc le nouveau PDG de Pro-Régulation de Binance, vous le disiez. C'est quoi l'avenir de Binance là, en quelques mots, si on se met à la place des utilisateurs, des clients, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux? Est-ce qu'ils peuvent être rassurés par ce qui se passe? Que vous dire très rapidement, il occupait juste avant ça, pour donner un peu d'exemple, le poste de responsable mondial des marchés régionaux chez Binance, donc il gérait à peu près une grande partie du globe sauf les US. Il a fait un petit tweet, Richard Teng, après avoir encore une fois passé 13 ans à l'autorité monétaire de Singapour et dans des grosses instances de régulation proches ou à l'intérieur. Il nous a fait un petit mot sur Twitter et sur LinkedIn pour rassurer justement les utilisateurs. Il leur dit, je cite donc le poste de Richard Teng,
rassurer les utilisateurs de Binance pour leur montrer qu'ils peuvent rester confiants envers la solidité de la plateforme et sa solidité financière. Ils souhaitent, en deuxième point, collaborer avec les régulateurs pour faire respecter les normes élevées à l'échelle mondiale des nouvelles réglementations favorisant l'innovation qui sont en cours. Et le troisième point, c'est travailler avec des partenaires pour stimuler la croissance et l'adoption du Web3. Donc, d'après Richard Tang, effectivement, la plateforme en elle-même n'est pas en danger. Les utilisateurs peuvent rester en dehors donc du marché US par définition. Dernière nouvelle rassurante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valentin Demey, directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Merci également à Alexandre Sachenko, auteur, conférencier, expert indépendant sur Bitcoin et les actifs numériques. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée et à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.